BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois ce soir Emmanuelle Wargon, c'est la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Bonsoir Emmanuelle Wargon. Bonsoir Edwige Chevrillon. Beaucoup de questions à voir avec vous, surtout que demain le patron d'EDF, Luc Rémont, est auditionné au Sénat. On va parler évidemment du prix du nucléaire. Vous aviez mis un peu le feu aux poudres ici même, du reste, en fixant un prix, le prix du coût de production du nucléaire à 60 €. Vous nous direz si c'est possible ou pas. On va parler de tout ça. Vous avez publié aujourd'hui un rapport qui est un peu rétrospectif mais intéressant sur qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de l'électricité et du gaz 2020-2022. Il y a des fournisseurs qui n'ont pas joué le jeu, vous les avez épinglés, on verra s'il y en a d'autres à épingler ou pas. Mais je voudrais commencer quand même parce que les Français ont subi, du moins une partie des Français ont subi ces derniers jours avec cette tempête Ciarán et même la tempête aussi de Mingos qui était un peu plus au sud bien sûr. Il y a encore 62 000 foyers qui sont privés d'électricité aujourd'hui, dernier bilan d'Enedis. Est-ce que vous trouvez que ça a été géré à peu près convenablement, les réseaux d'électricité pendant cette tempête ? En fait, il faut vraiment voir le volume que ça a été, puisque juste après le passage de la première tempête, c'est plus d'1 million de foyers, 1,1 million de foyers, qui avaient perdu l'électricité. Donc Enedis avait beaucoup anticipé, puisque Enedis, suite aux précédentes très grandes tempêtes, a monté une force d'intervention rapide et a commencé à mobiliser avant le passage de la tempête des techniciens. Plus de 3000 personnes ont été mobilisées pour venir raccorder les foyers privés d'électricité. Alors d'abord, je voudrais dire qu'Enedis a été endeuillé. Vous le savez, un technicien qui avait été appelé en renfort du Sud-Ouest a perdu la vie dans une opération de retour de raccordement. Et donc évidemment, on est tous sous le choc et j'adresse évidemment mes condoléances à la famille et à tous ses collègues chez Enedis. Et Enedis a fait un énorme boulot. Il reste maintenant 60 000 foyers à peu près sur la première tempête, environ 15 000 sur la deuxième. Donc ça a quand même été extrêmement vite. Alors pour les familles, c'est long bien sûr, parce que c'est plusieurs jours sans électricité, presque une petite semaine, donc c'est très long pour les derniers. Mais quand on voit le nombre de personnes qui étaient touchées et le nombre de personnes qui ont été de nouveau raccordées, voilà, je voudrais vraiment saluer les équipes d'Enedis parce qu'elles ont fait face à un moment où il faisait encore froid, du vent, de la pluie. C'est 8000 poteaux qui ont été achetés, qui ont été remontés dans les quelques derniers jours. Donc le régulateur, il dit, évidemment au-delà du drame, le régulateur que vous êtes dit, bon, ça a été bien fait. Et donc voilà, on a tiré les enseignements et donc là maintenant, c'est une méthode qui existe. Oui, on dit il y a une qualité de service, il y a une anticipation, il y a une prise en charge, donc ça se passe aussi bien que ça peut dans un événement exceptionnel. Oui, donc non mais c'est bien, c'est qu'au moins il y a le tampon positif de la part du régulateur. Ce constat que vous avez tiré sur la gestion justement du marché de l'électricité 2020-2022, donc où on a vu évidemment la crise de la Covid, on a subi des prix de l'électricité absolument colossaux, il y a eu la guerre en Ukraine. S'il fallait résumer, est-ce que vous diriez que ça a quand même été à peu près géré par les pouvoirs publics et que les Français s'en sortent plutôt bien ? Oui, je dirais ça. En fait, on a fait un rapport. D'habitude, on fait un rapport tous les ans. On avait pris un peu de retard parce que nous aussi, on a été très impactés par la gestion de la crise. Et on a voulu faire un regard rétrospectif sur les années 2020, 2021, 2022. Il s'est passé quoi sur les marchés de l'électricité et du gaz ? Évidemment, il s'est passé des trucs inédits. Les prix du gaz sont passés de 20 € du mégawattheure jusqu'à 350-400. Les prix de l'électricité sur les marchés de gros sont passés de 40 € à 1000. Donc forcément, ça perturbe énormément le marché. Et le premier constat qu'on fait, c'est que l'action combinée des fournisseurs, des mécanismes de régulation classiques et des aides exceptionnelles des pouvoirs publics, ça a quand même globalement permis à tout le monde, les consommateurs particuliers et les entreprises, de passer la crise. Et c'est vraiment les trois. Les fournisseurs, parce qu'il y a pas mal de Français qui avaient des contrats à prix fixe. Et ces contrats à prix fixe, quand ils ont duré pendant la période de la crise, c'était formidable. C'était formidable pour eux. Ils ont été protégés. Tout le monde n'a pas été comme ça. Tout le monde n'a pas été comme ça, mais il y avait quand même quelques millions de particuliers et quelques millions d'entreprises. Combien vous avez justement à peu près en pourcentage? C'est toujours plus simple. C'est pas la majorité, ça devait être à peu près 20% qui avaient des contrats à prix fixe. Ensuite, vous avez les mécanismes de régulation classiques. L'Arenh est beaucoup décrié, on y reviendra. L'Arenh, c'est le prix administré du nucléaire. Mais l'Arenh a permis de réduire. L'Arenh et le complément d'Arenh ont permis de réduire les factures d'environ 50%.
Et le reste, ça a été financé par les boucliers tarifaires et par les amortisseurs. Donc globalement, les Français ont eu l'un des prix de l'électricité et du gaz les moins chers d'Europe. Alors ça n'a pas été sans heurts, hein. Les prix ont quand même monté pour les particuliers, ils ont monté aussi pour les entreprises et beaucoup pour les industriels. Donc il y a des leçons à en tirer pour la suite, mais quand même, globalement, le système a été assez résilient. On a eu très peu de défaillances de fournisseurs en électricité et en gaz. Je crois 4 en électricité, 1 en gaz et 0,4% du volume, hein, donc quasiment rien. Et nous, on a été très stricts pour vérifier que toutes les aides étaient bien intégralement répercutées via les fournisseurs aux consommateurs. Et alors, la réponse est globalement oui. On vérifie tous les boucliers. On vérifie tous les boucliers. On vérifie l'Arenh+. Sur l'Arenh+, par exemple, là, qui est l'enveloppe d'Arenh supplémentaire qui a été décidée en urgence en 2022. Absolument. C'est 8 milliards d'euros de transfert vers les consommateurs. Et là-dessus, on a trouvé une justification que ça arrive bien à l'euro près aux consommateurs sur toute cette somme, modulo une trentaine de millions d'euros. Et on a 3 fournisseurs qui nous ont pas donné des justifications très carrées. Donc, ils sont en train de nous donner les justifications complémentaires. Mais vous voyez... Donc, il n'y a pas eu d'abus, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Sur l'Arenh complémentaire, il n'y a pas eu d'abus. Sur les autres aides, sur les boucliers, on vérifie aussi que tout l'argent demandé par les fournisseurs a bien été versé aux consommateurs, que quand les fournisseurs avaient un peu de surplus, ils le rendaient aux consommateurs. Donc on est en train de finir les calculs. Et vous savez, vous vous souvenez, on a eu un épisode à la fin de l'été avec des très grosses factures de régularisation. Et là, on a travaillé avec les fournisseurs pour qu'ils gèrent ces factures au cas par cas, main dans la main avec le médiateur. Mais on est en train de faire le bilan pour vérifier que tous ceux qui avaient pris des engagements en disant on va régler ça à l'amiable l'ont fait, mais globalement, ils ont joué le jeu. Donc, ça veut dire que la facture pour l'État a été de combien in fine ? Alors, on n'a pas encore une facture complètement consolidée parce qu'il nous... L'année 2023 n'est pas finie, les prix ont beaucoup bougé, mais le bouclier, c'est de l'ordre de 25 milliards d'euros. En gros, c'est l'ordre de grandeur. Donc c'est vraiment considérable, hein, 25 milliards d'euros d'impôts qui ont été investis pour protéger les factures, essentiellement des ménages, des particuliers et des entreprises. Vous aviez épinglé des fournisseurs, 3 fournisseurs, je m'en souviens, c'était ici même, du reste vous nous avez donné cette indication que vous soupçonnez justement d'avoir profité des hausses de prix et des boucliers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours dans la tourmente ou pas, dans l'œil du cyclone ça continue. de la Creux ? Alors peut-être juste pour expliquer de quoi on parle. Comme... L'Arenh, c'est le droit d'acheter de l'électricité à EDF à 42 euros du mégawattheure. Donc, quand les prix sont très élevés, ça devient un avantage très important. Et en fait, les droits sont pas exactement les mêmes selon les moments dans l'année. Donc, quand vous avez beaucoup de clients en été, vous avez des droits. Et si vous avez moins de clients en hiver, eh ben, vous avez moins de personnes à qui le rendre. Donc, vous pouvez valoriser sur les marchés. Donc, c'est ça qu'on cherche à épingler. Donc, on a 3 fournisseurs pour lesquels on est assez... Les premières enquêtes préliminaires ont montré que la suspicion était sérieuse. Donc j'ai saisi notre comité des règlements, qui s'appelle le COR 10, qui est une instance indépendante chez nous, dirigée par un conseiller d'État, qui va pouvoir procéder aux sanctions. Donc c'est sorti de chez nous, c'est maintenant devant le COR 10. Et c'est quand ? Janvier. D'accord. En janvier, on aura les sanctions. 6 sanctions, il doit y avoir. Bien sûr, le COR 10 va instruire. Les fournisseurs iront présenter leurs arguments. Mais nous, on est assez convaincus qu'ils ont indûment gagné de l'argent. La sanction, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça peut être assez violent. Mais en même temps, quand on prend le métro, on voit des pubs, notamment, je ne vais pas citer évidemment son nom, mais voilà, d'un fournisseur qui dit moins 10% sur les prix, venez vous abonner chez vous, etc. Est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous avez vu pour le futur, ce qu'on fait depuis l'année dernière, et nous on est très contents parce que c'est un pouvoir nouveau qu'on avait réclamé, qu'on a obtenu et qu'on utilise. Quand les fournisseurs viennent nous dire au guichet à Rennes, là le guichet c'est tous les mois de novembre, donc là ça arrive, quand ils viennent nous dire voilà j'ai besoin de tant d'Arenh pour mes clients, désormais on a le droit de dire vu ton profil de client l'année dernière, tu avais beaucoup de clients en été, tu avais plus de clients en hiver, donc on n'est pas sûr que tu vas pas refaire la même chose, donc tu vas avoir moins d'Arenh. Pour la première fois l'année dernière, on a requalifié à la baisse, on a réduit la demande des fournisseurs, d'une quinzaine de fournisseurs, d'1 TWh, donc c'est pas complètement négligeable. Et même en cours d'année maintenant, quand on a des fournisseurs dont on a l'impression que leur demande est là et que leur portefeuille client est là, on suspend les livraisons d'Arenh en cours d'année. Donc on est beaucoup plus offensif. Alors, pour aller encore plus loin, vous aviez réclamé le pouvoir d'autoriser ou non
l'entrée de nouveaux fournisseurs, vous l'avez obtenu? Alors ça, c'est un sujet qui est encore en discussion avec le ministère. Alors, qu'est-ce qu'on discute, hein, c'est faux. Nous, on l'a vraiment demandé. Oui. Le ministère n'est pas sûr de savoir s'il veut transférer ce pouvoir à la Creux ou pas, ou s'il veut le garder côté ministère. Nous, on pense que ce serait très bien chez nous, parce qu'on est l'autorité de régulation. Vous l'avez demandé, donc on verra bien, parce que de toute façon, c'est une mesure législative. Donc on attend la prochaine loi énergie. Mais que le pouvoir reste au ministère ou qu'il soit chez nous. Nous, on veut aussi augmenter ce qu'on appelle les obligations prudentielles. C'est assez basique, hein, c'est comme dans la banque ou dans l'assurance. Vous avez un portefeuille client, vous vous êtes engagé à vendre à des clients. Est-ce que vous avez une couverture de ce que vous avez prévu de vendre? Donc, ou est-ce que vous êtes complètement exposé au marché très court terme? Et donc, si le marché court terme s'emballe, vous n'êtes plus en capacité de faire face. Et donc ça, c'est un travail, pour le coup, qu'on mène avec le ministère. Je pense que ce sera dans la prochaine loi. D'accord. La prochaine loi, elle est pour quand? Ça, il faut demander à la ministre. Mais enfin, normalement, il y aura un texte là dans les mois qui viennent. D'accord, ok. Justement, on va parler de l'ARENH, les nouvelles régulations possibles. Il y a deux niveaux, hein, rapidement, au niveau européen, au niveau français. Demain, il y a Luc Rémont, le patron d'EDF, qui est auditionné devant le Sénat. On sait que lui, il demande un prix, justement, puisque l'ARENH s'arrête en 2025, lui, il demande un prix qui soit très élevé, on va dire, qui lui permette justement de sortir EDF de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et il dit qu'il doit financer 25 milliards d'investissements annuels. Donc lui, il est plutôt pour un prix relativement élevé. Vous avez produit un rapport où qui disait le coût de production du nucléaire, ce n'est entre guillemets que de 60 euros par kilowattheure. Est-ce que d'abord, vous croyez qu'il y a une possibilité de démission de Luc Rémont s'il n'obtient pas ce qu'il veut dans ce bras de fer? Parce qu'on sent que c'est très tendu, hein. Bon, on est dans une phase de négociation et de discussion de points de vue entre le gouvernement dans ses différentes composantes. C'est un euphémisme, vous avez été dans la diplomatie, voilà. Emmanuel Vargon. Et EDF. Oui, EDF fait valoir son point de vue avec force. Donc, moi, j'espère bien qu'on va finir par trouver un compromis. Non, il y a une entreprise qui fait valoir un point de vue. Après, moi, ce qui me paraît important, c'est la protection du consommateur. Parce que finalement, on a deux impératifs. On a d'un côté un impératif industriel, être capable d'avoir suffisamment d'électricité, y compris nucléaire, donc de pouvoir financer le grand carénage et payer les nouveaux réacteurs. Et de l'autre, un impératif de pouvoir d'achat et de compétitivité qui est d'essayer d'avoir un prix de l'électricité qui ne soit pas trop déconnecté du prix de production. C'est un petit peu incompatible. On a l'impression du reste que le gouvernement est très divisé. D'un côté, il y a un peu Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher, puis de l'autre côté, il y a un peu Bercy qui, du reste, qui exerce la tutelle sur EDF. C'est pour ça qu'il y a une négociation entre une entreprise qui dit « moi, il faut me laisser les moyens » et un gouvernement qui, à différents endroits du gouvernement, dit « il faut quand même s'intéresser un peu aux consommateurs ». Nous, on dit simplement... Vous avez dit, mais vous dites quoi aujourd'hui ? Nous, on dit plusieurs choses. La première, c'est il y a un plancher, il y a un prix de base qui est 60 €, c'est le coût de production du nucléaire historique, c'est-à-dire le nucléaire actuel, Flamanville compris. Mais est-ce que en dessous, EDF vendrait à perte. Donc ça n'a pas de sens. Mais comment, juste sur le prix de 60 €, comment vous l'avez fabriqué, entre guillemets? Est-ce que le coût des déchets, du traitement des déchets, vous l'avez inclus dans ces 60 €? Oui, il y a bien le coût des déchets. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, il y a bien le coût des déchets. On l'a travaillé en liaison étroite avec EDF. Et il y a tout, le nucléaire historique. Il n'y a pas le nouveau nucléaire. Et c'est un prix de couverture, c'est-à-dire c'est un prix qu'on a calculé dans un système plancher et plafond. C'est-à-dire EDF vendrait la totalité de sa production à ce prix-là. Si le gouvernement cherche à fixer seulement un plafond, alors il est forcément plus haut que nos 60 €, parce que quand les prix vont être élevés, le plafond va fonctionner. Le jour où les prix seront bas, les prix de marché seront en dessous de 60, EDF n'arrivera pas à avoir 60 € pour la totalité de ses mégawattheures. Donc, si on est dans un système de plafond, c'est forcément plus élevé. Et plus élevé, ça serait quoi? Après, ça dépend de ce que... 120 demande Luc Rémont, ça serait quoi? Après, c'est une question de dilemme, qui est un dilemme vraiment très politique, donc qui est plus pour le gouvernement que pour l'autorité de régulation, de savoir jusqu'où on laisse l'argent chez EDF versus jusqu'où on met directement l'argent chez le consommateur. Plus ce prix est bas, plus ça va bénéficier directement aux consommateurs industriels et aux consommateurs particuliers. Plus ce prix est haut, plus la charge va être payée par les entreprises et le consommateur, et plus ça laissera de la marge chez EDF. Donc qu'est-ce qui est acceptable à vos yeux?
Moi, à mes yeux, c'est pas 120 €. Là, on a des 80, industriels qui sont à 42. 75, Le 42, il est plus d'actualité. Il faudra qu'il bouge. C'est probablement au-dessus de 60 de façon raisonnable. Mais c'est pas moi qui fais la négociation. Non, mais pour vous. Après, ce qui nous intéresse, je veux dire quoi, la fourchette, elle est entre 60 et 80. Moi, je fais pas la fourchette. On a fait le point bas. Un prix plancher. On a fait le point bas, qui est un point à la fois plancher et plafond. Après, c'est au-dessus de 60, de mon point de vue, pas énormément au-dessus de 60, mais cette négociation, c'est pas la creux qui l'amène. Après, ce qui est important, c'est qu'on ait un marché qui fonctionne bien, parce que dans tous les cas, EDF va vendre toute sa production sur le marché. Et donc, vu la place d'EDF sur le marché français, nous, on est vigilants à la transparence d'informations d'EDF, aux mécanismes de marché qui permettent à chacun de s'approvisionner de façon transparente, au fait que les offres de marché d'EDF soient réplicables par ses concurrents. Donc, toute cette partie-là qui est au-delà du prix, elle participera au bon fonctionnement du marché. D'accord, mais est-ce qu'on peut, parce qu'il y a deux scénarios possibles en fait, est-ce que vous pensez que celui qui plaît plus aux industriels, où il y a une question aussi de volume, vous voyez, il y a un prix en fonction du volume des premiers, et puis un prix au-delà justement de certains seuils de volume. Je pense que en fait, il y a plusieurs catégories de consommateurs. Vous avez les très gros industriels. Ouais. Eux, il faut qu'ils puissent avoir une contractualisation à long terme avec un prix bas et éventuellement, dans certains cas, un peu de partage de risque ou de partage d'investissement. Le prix bas, pour vous, c'est quoi encore? Et là, on pourrait être tout près des 60, voire même en dessous, s'ils prennent une partie du capital ou une partie du risque. Après, vous avez des consommateurs qui, sans être des électro-intensifs, sont sensibles au prix de l'électricité, et pour cela, il ne faut pas être trop loin des 60 €. Il ne faut pas être à 60, mais il ne faut pas être trop loin. Et puis après, vous avez le consommateur final, vous et moi, le consommateur particulier, et là, on peut être plus proche d'une zone qui sont les prix actuels en réalité. Donc il y a une gradation à trouver. Et c'est normal que le gouvernement veuille protéger les consommateurs. Donc moi, je suppose que cette négociation finira par aboutir. J'espère qu'elle aboutira à la fin de cette année au plus tard, parce qu'il y a besoin de visibilité. Ah oui. Les industriels s'approvisionnent pour 2026, ils vont commencer à le faire. Et même pour les tarifs réglementés, l'approvisionnement commence au 1er janvier 2024, puisqu'il commence 2 ans avant. Donc il faut que les règles du jeu soient claires. Les contrats long terme, quoi, c'est 2 ans, c'est combien ? Les contrats long terme, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être 5 ans, voire plus. Ouais. Et donc, pour vous, en conclusion, vous diriez, vous demandez de la visibilité, vous demandez visiblement des prix qui sont quand même beaucoup plus bas que ceux demandés par le patron d'EDF. Vous me direz, c'est un peu assez logique. Mais en conclusion, pour revenir un peu à l'analyse du marché, en gros, le marché a passé la crise. Il a maintenant besoin qu'on renforce un peu les obligations sur les fournisseurs et aussi la transparence vis-à-vis des consommateurs. Et puis, c'est le moment où la concurrence va pouvoir recommencer à jouer. On va retrouver des offres à prix fixe, on va retrouver des offres innovantes. Et donc, pour ça, il faut que tout le monde ait accès à une électricité pas trop chère pour faire jouer cette concurrence. Voilà, la concurrence, il faut l'accepter. Enfin, est-ce que c'est possible? C'est toute la question, le dilemme pour le patron d'EDF, Luc Rémond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, était notre invitée.